Lorsque le défunt n'est pas marié, c'est en fait assez simple. Tous les biens qu'il possède vont tomber dans la succession. Si le défunt est marié, la composition de la succession va dépendre du régime matrimonial du couple. Ce régime devra d'abord être liquidé. Donc au Luxembourg, il y a 3 principaux régimes matrimoniaux. Donc le premier, c'est le régime légal. Il y a ensuite le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté universelle. Le régime légal, c'est celui qui est prévu par défaut par la loi, comme son nom l'indique. Vous avez peut-être entendu également parler de régime de communauté réduite aux acquêts. C'est également ce régime légal. Le régime légal prévoit que les époux ont des biens propres, c'est-à-dire des biens qui leur appartiennent à eux. Donc madame aura ses biens à elle, monsieur aura ses biens à lui, donc des biens personnels. Ces biens propres, ce sont des biens qui ont été acquis avant le mariage, donc il reste la propriété de l'époux, ou des biens qui ont été reçus par donation ou succession. Ensuite, une fois que les époux sont mariés, il y a une communauté qui va se créer et il va y avoir des biens communs aux 2 époux. Ces biens communs, ce sont tous les autres biens qu'on n'a pas énumérés en biens propres et également les revenus des biens propres. Donc si vous avez un salaire, monsieur touche un salaire, ce salaire, à partir du mariage, va tomber dans la communauté. Donc ce sera un bien commun. Si madame détient par exemple un appartement qu'elle met en location, bien que ce soit un bien propre l'appartement parce qu'elle l'a acquis avant le mariage, le loyer va tomber dans la communauté. Le deuxième régime, c'est le régime de séparation de biens. Donc pour avoir ce régime, il faut faire un contrat de mariage. Il faut aller chez le notaire et faire un contrat de mariage. La séparation de biens, on n'a que des biens propres. Donc on n'a plus cette communauté. Les biens appartiennent chacun à un des 2 époux. Le troisième régime, qui doit également être fait par contrat de mariage, c'est la communauté universelle. On peut dire que c'est un peu l'opposé de la séparation de biens, puisqu'ici, tous les biens sont communs. Donc aussi bien les biens acquis avant le mariage que les biens acquis ou reçus après le mariage. Donc les biens seront répartis en fonction du régime matrimonial pendant la durée du mariage, mais surtout en cas de dissolution de mariage, ça va avoir un impact. Le mariage peut prendre fin soit par divorce, mais également suite au décès d'un des 2 époux. Donc, prenons le cas où madame décède. Pour déterminer sa masse successorale, on va devoir d'abord liquider son régime matrimonial. Donc, dans le premier cas, quand on est en régime légal, je vous ai dit, on a des biens propres pour chaque époux et une communauté. En cas de décès, la masse successorale de madame va être constituée de ses biens propres, puisqu'ils lui appartiennent à elle, mais également de la moitié de la communauté, puisqu'elle a droit à la moitié de cette communauté qui sont des biens communs. En séparation de biens, on va avoir uniquement les biens propres qui sont repris dans la masse successorale de madame. Et dans le dernier cas, en cas de communauté universelle, ce sera la moitié de la communauté qui va tomber dans la masse successorale. Un petit point spécifique sur la communauté universelle, vous avez peut-être déjà entendu, ou vous êtes peut-être marié sous ce régime de la communauté universelle, dans laquelle on a une clause d'attribution au conjoint survivant. Donc là, dans le contrat de mariage, il y a une clause qui stipule qu'en cas de décès d'un des conjoints, l'entièreté de la communauté revient au conjoint survivant. Donc dans ce cas-là, si madame décède, toute la communauté va passer à monsieur. Et donc il n'y aura pas d'ouverture de succession, puisque ce sera la liquidation du régime matrimonial qui fera en sorte que les biens passent de l'un à l'autre. À ce moment-là, les héritiers, s'il y a des enfants, par exemple, n'auront pas droit à une part de l'héritage au moment du décès du premier conjoint. Donc, dans notre exemple, on a Jean et Marie. Ils sont tous les 2 résidents luxembourgeois et ils sont mariés. Ils ont 2 enfants, Louis et Sophie, et ils sont également résidents luxembourgeois. Le patrimoine du couple est composé comme suit. Jean, il a acheté sa résidence principale avant le mariage et elle vaut 1 million d'euros. Il a un revenu de salaire de 100 000 euros. Et Marie, de son côté, elle a hérité d'un studio qui vaut 400 000 euros et elle touche des revenus de loyer de 15 000 euros. Voilà. Quel est donc l'impact du régime matrimonial sur la répartition du patrimoine? S'ils sont mariés en régime légal, Jean, il a acquis la résidence principale avant le mariage, donc c'est un bien propre à lui. Marie, de son côté, le studio, c'est son bien propre à elle, donc ça appartient qu'à Marie. Et dans la communauté se trouvent les salaires et les loyers qu'ils ont acquis depuis qu'ils sont mariés. En cas de séparation de biens,
on n'a pas de communauté, comme l'a expliqué Anne-Lise avant. Donc, Jean, il a sa résidence principale et son salaire qui lui appartiennent tout seul. Et Marie, de son côté, elle a les loyers et le studio qui lui appartient. Et en cas de communauté universelle, bien, tous les biens sont communs. La résidence principale, le studio, le salaire et les loyers. Si Jean décède et ils étaient mariés dans le régime légal, ce qui va tomber dans la succession, c'est la résidence principale et la moitié de la communauté. Voilà, donc ce sera la moitié des salaires et la moitié des loyers. Marie, puisqu'elle est encore en vie, le studio lui appartient, donc elle va le garder. Et aussi l'autre moitié de la communauté, c'est à elle, donc la moitié des salaires et la moitié des loyers. La masse successorale va être répartie entre Marie et les deux enfants. En cas de séparation de biens, c'est la résidence principale et le salaire qui vont tomber dans la succession. Ici, on n'a pas de biens communs. Et Marie, de son côté, elle garde son studio et les loyers, puisque c'est des biens propres à elle. La masse successorale va de nouveau être répartie entre l'épouse et les deux enfants. Dernier cas, c'est la communauté universelle, puisque tous les biens sont communs. Donc, ce qui va tomber dans la succession, c'est la moitié de toute la communauté. La moitié de la maison, la moitié du studio, la moitié des loyers et la moitié du salaire. Et donc, ça dépend maintenant s'ils ont fait une clause d'attribution au conjoint survivant. Alors, c'est l'époux qui va hériter, ou s'ils n'ont pas fait de clause, donc cette moitié de la communauté va être répartie entre l'épouse et les enfants. Donc, pour rappel, Stéphania vous a expliqué brièvement le droit civil. Donc, le droit civil va déterminer qui sont les héritiers réservataires, donc ceux qu'on ne peut pas déshériter, mais également quelle partie de la masse successorale ils ont droit. On pourrait résumer en disant que qui hérite de combien. Ça, c'est le droit civil qui va le déterminer. La règle de base, c'est que c'est le pays de résidence du défunt au moment du décès qui va être pris en compte. Donc, c'est le droit civil du pays de résidence du défunt qui va être pris en compte pour être le droit civil par défaut. Donc ici, vous êtes tous résidents luxembourgeois. Donc, si vous décédez, on va prendre le droit civil luxembourgeois pour décider qui sont vos héritiers et comment va être répartie la masse successorale. Depuis 2015, il y a un règlement européen qui s'applique et qui dit que l'on peut opter pour le droit de sa nationalité. Donc imaginons que vous êtes résident luxembourgeois de nationalité belge, vous pourriez dire par testament, donc là il faut vraiment le stipuler dans un testament, que vous optez pour le droit civil de la Belgique, qui est parfois un peu différent du droit civil luxembourgeois. Vous pourriez opter pour le droit civil français, allemand, si vous avez ces nationalités. Le droit civil va s'appliquer à l'ensemble de la masse successorale. Donc vous êtes résident luxembourgeois, prenons l'option par défaut où on applique le droit civil luxembourgeois. Ça va s'appliquer également sur des immeubles qui sont situés à l'étranger. Si vous avez une résidence secondaire en France, le droit civil, je parle bien du droit civil et pas du droit fiscal, qui va s'appliquer pour savoir comment va être répartie cette résidence secondaire entre les héritiers, va être le droit luxembourgeois. Le droit fiscal, comme va l'expliquer Stéphania, malheureusement, on ne peut pas choisir. Donc ce sera le droit fiscal du pays où sont situés les immeubles. Bon, là, je déborde un peu sur de l'international, mais ou parfois où sont les héritiers également. On ne va pas développer ça aujourd'hui. On va en parler un tout petit peu à la fin de la conférence, mais ça fera l'objet d'une autre conférence un peu plus tard. Au Luxembourg, la dévolution légale, donc ce qui est prévu par la loi, voilà, c'est l'ordre des héritiers suivants. Tout d'abord, ce sont les enfants qui vont venir se présenter à la succession en concurrence avec le conjoint survivant. On va parler un peu plus tard du conjoint survivant. Donc c'est ces deux parties qui vont venir à la succession. À défaut de ces ordres d'héritiers, on va passer sur le père, la mère et les frères et sœurs du défunt. S'il n'y en a pas, on va descendre au niveau... Enfin, on va plutôt remonter aux autres ascendants que le père et la mère, c'est-à-dire les grands-parents et les arrière-grands-parents s'ils sont toujours en vie. Et s'ils ne sont plus là, on va aller plus loin dans la famille. Donc on va aller sur les collatéraux qui sont les oncles, tantes, cousins, cousines, et on va aller jusqu'au 6e degré. S'il n'y a pas d'héritier jusqu'au 6e degré, ça va être l'État qui va recevoir toute la succession. Un petit point spécifique sur les partenaires. Donc le partenariat au Luxembourg, le PACS, c'est les gens qui sont pacsés. Le partenaire d'un PACS n'est pas considéré comme un conjoint qui est donc un époux dans un mariage.
Le partenaire n'est pas un héritier repris dans les ordres de succession. Si vous voulez lui laisser quelque chose, il faut obligatoirement faire un testament, sinon il n'aura rien. Donc on a défini maintenant l'ordre de succession. Je vous ai dit que le droit civil va également désigner des héritiers qu'on appelle héritiers réservataires. Les héritiers réservataires, ce sont des héritiers qu'on ne peut pas déshériter. Donc ils sont obligés d'avoir une part de la succession. Ici au Luxembourg, on n'a que les enfants qui sont des héritiers réservataires. Donc vous ne pouvez pas les déshériter. Et ils ont droit à une part de la masse successorale qui est la suivante. Donc on va regarder en fonction du nombre d'enfants. Si vous avez un seul enfant, il aura droit à la moitié de la masse successorale. Donc on ne pourra pas lui en donner moins. Si vous avez 2 enfants, ils auront droit à 2/3 à se répartir entre deux. S'il y a plus de 3 enfants, ce sera 3/4 de la masse successorale qui leur sera réservée et elle sera répartie entre ces 3 enfants. La part qui reste à côté de cette réserve s'appelle la quotité disponible. Bon, c'est des termes un peu techniques. Et donc la quotité disponible, comme son nom l'indique, elle est disponible pour pouvoir en disposer comme vous le souhaitez. Donc si vous faites un testament, vous pourriez dire cette part de quotité disponible, admettons que vous avez un enfant, donc il y a une moitié de la masse successorale qui peut être attribuée à qui vous le souhaitez. Donc le conjoint n'est pas réservataire au Luxembourg, donc vous pourriez le déshériter. Si vous faites un testament, il est tout à fait possible de déshériter son conjoint au Luxembourg, ce qui n'est pas possible avec les enfants. En l'absence d'enfants, en fait, le conjoint survivant, il va recevoir l'entièreté de la masse successorale, si vous n'avez pas prévu d'autres dispositions. Donc là, on a toujours une petite histoire, une petite blague qui dit un jeune couple se marie, ils partent en voyage de noces en Égypte, ils font une croisière sur le Nil, monsieur tombe à l'eau, après 3 jours de mariage, il se fait manger par un crocodile, madame va hériter de la totalité de la masse successorale de monsieur. Donc que vous soyez marié depuis 3 jours ou depuis 20 ans, le conjoint survivant en absence d'enfant et en absence d'un testament qui dirait autre chose, le conjoint survivant va récupérer l'entièreté de la fortune de monsieur, enfin, du conjoint décédé. En présence d'enfants, le conjoint survivant a un choix à faire. Donc, soit il choisit l'usufruit de la résidence principale, c'est-à-dire il va pouvoir utiliser, jouir de la résidence principale, donc rester vivre dans la résidence principale et des meubles meublants, ou il peut choisir une part d'enfants en pleine propriété. Donc on a vu avant, les parts d'enfants, ça va entre la moitié de la masse successorale et 3/4 s'il y a 3 enfants, donc une part d'enfants, ce sera minimum 1/4. Ce choix est à faire dans les 3 mois et 40 jours après le décès. Il est à faire au greffe du tribunal d'arrondissement du ressort duquel s'est ouverte la succession. Si le conjoint ne fait pas de choix, il aura d'office l'usufruit pour la résidence principale. Juste une petite précision, il faut que la résidence principale ait appartenu au moins en partie au conjoint décédé, sinon cette option tombe automatiquement. Donc quand je vous disais tout à l'heure que le conjoint vient en concurrence avec les enfants, en fait le conjoint, en fonction du choix qu'il va faire quand il y a des enfants, va laisser une masse successorale différente s'il opte pour l'usufruit de la maison ou s'il opte pour une part d'enfant, ce qui reste dans la masse successorale va être différent. Il y a des situations au Luxembourg où il n'y a pas de droit de succession à payer, mais il y a aussi beaucoup de cas où des droits de succession vont s'appliquer, d'où l'intérêt aussi de bien planifier sa succession à l'avance. Donc, l'exemption des droits de succession vaut pour toute transmission en ligne directe sur la part légale, aux époux et aux partenaires déclarés depuis plus que 3 ans. Donc, il y a quelques années, les époux devaient payer des droits de succession s'ils n'avaient pas d'enfants communs et qu'ils n'étaient pas mariés en communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant. Donc, ça a été changé. Pour tous les époux, maintenant, il y a une exonération des droits de succession au Luxembourg. Pour les autres héritiers, le taux varie avec le degré de parenté et le montant recueilli. Et encore une petite précision, les droits de succession luxembourgeois, ils vont s'appliquer lorsque le défunt avait sa dernière résidence au Luxembourg au moment de son décès, ou aussi pour les non-résidents qui auraient des immeubles à Luxembourg. Voilà. Donc pour les taux, ici il y a le tableau des droits de succession, vous pouvez voir que même en ligne directe, dans certains cas, il peut y avoir des droits de succession sur la part extralégale.
qu'est-ce qui est la part extralégale? C'est en fait si vous avantagez un enfant par rapport à un autre enfant. Donc, le défunt, il a 2 enfants, il donne une part en plus à un des 2 enfants. Cet enfant reçoit une part extra-légale et sur cette partie-là, il doit alors payer des droits de succession qui peuvent aller de 2,5% à 16%. Mais si chaque enfant reçoit la part qui est prévue par le Code civil, la succession est exemptée. Comme je l'ai dit déjà sur le slide précédent, entre époux, la succession est toujours exemptée, même si l'époux reçoit une part extra-légale, ce sera exempt. Pour les partenaires, il faut faire la différence entre les partenariats qui sont déclarés plus que 3 ans, ils sont assimilés en droit fiscal à des époux, et s'ils sont déclarés depuis moins de 3 ans, ils sont considérés comme des tiers, et là, le taux va varier entre 15 et 48%. Pour les autres héritiers, vous allez voir aussi dans le tableau que la part extra-légale, elle est toujours taxée plus fortement que la part légale. Donc, même entre frères et sœurs, par exemple, si vous avantagez un frère à une sœur ou l'inverse, sur la part extra-légale, il peut y avoir des droits de succession jusqu'à 48%. Donc, le taux maximum s'applique à une part supérieure à 1 750 000 euros. Nous avions aussi reçu la question pour les legs en faveur des ASPL et des fondations d'utilité publique. Et ici, on a un droit fixe de 4%. Oui, donc les aspects de la planification, on va évoquer 3 outils assez simples dans un premier temps. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas des outils magiques qu'on peut utiliser comme ça. Il faut voir en fonction de la situation de chaque famille, des souhaits de chaque famille. C'est à adapter en fonction de chacun. Le testament va permettre de gratifier une personne qui n'est pas prévue par la loi, donc l'ordre des héritiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou d'attribuer une part plus importante à certains héritiers. Comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on pourrait décider, on a 2 enfants, on veut donner plus à un des 2 enfants, on pourrait faire par testament, on pourrait dire par testament qu'un des 2 enfants va recevoir par exemple la quotité disponible, donc cette fameuse part dont vous pouvez disposer comme vous voulez. À ce moment-là, l'inconvénient, c'est qu'on va déclencher des droits de succession dans le chef de l'enfant qui reçoit plus. Donc là, il faut bien faire les choses parce qu'il y a le souhait que vous voulez, et ça, c'est toujours bien de savoir ce qu'on veut. Et après, il faut voir comment est-ce qu'on fait pour ne pas non plus être trop pénalisé au niveau fiscal. Les testaments doivent avoir une certaine forme. S'ils n'ont pas la bonne forme, ils seront nuls. Donc si vous avez fait un testament qui n'est pas reconnu dans une forme correcte, c'est comme si vous n'aviez pas fait de testament. Donc il y a 3 formes de testament ici au Luxembourg. Le testament mystique, qu'on ne voit pour ainsi dire pas. Donc c'est un peu le testament qu'on voit dans les films. C'est le testament que vous écrivez, vous mettez dans une lettre, enfin dans une enveloppe pardon, qui est scellée et vous la remettez en main propre au notaire. Donc il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans. Il y a le testament holographe, donc là il doit être entièrement rédigé à la main par le testateur, donc daté, signé. Si ces éléments-là ne sont pas dans le testament, si vous oubliez de le dater, il n'est pas valable. Et ce testament, vous pouvez l'écrire, vous le mettez dans une armoire chez vous et vous dites « Ok, j'ai fait un testament ». Si personne ne le trouve, le testament il sera jamais appliqué. Si dans le testament, vous avez prévu de donner la quotité disponible à une amie et que votre femme tombe dessus, elle va peut-être le déchirer, on ne va jamais le trouver non plus. Donc le testament holographe, c'est bien, mais attention, parce qu'il faut qu'il soit rédigé correctement, il faut qu'il soit trouvé. Alors pour pouvoir le trouver, il y a un moyen, c'est de l'inscrire au registre central des dispositions de dernière volonté, donc c'est à l'administration de l'enregistrement et des domaines. Cet enregistrement va simplement stipuler qu'il existe un testament et l'endroit où il est. Donc il ne va pas reprendre ce qui est écrit dans le testament. Donc on va dire, voilà, monsieur a fait un testament, il est gardé dans son coffre à la Banque de Luxembourg. Et donc on saura qu'il y a un testament à cet endroit. Maintenant, le testament le plus sûr, je vais dire, c'est vraiment le testament authentique, donc c'est-à-dire le testament qu'on fait chez un notaire.
non seulement le notaire va pouvoir vous aider à le rédiger et à ce qu'il soit dans une forme valable, et en plus le notaire va automatiquement l'inscrire et il va le garder à son étude. Donc on dira le testament est gardé en l'étude de monsieur le notaire X, et donc on le trouvera beaucoup plus facilement. À défaut d'opter pour un régime matrimonial particulier, les époux seront toujours soumis au régime légal. Donc, il n'y a aucune formalité à faire pour être dans le régime légal. Si maintenant les époux veulent se soumettre à d'autres règles que le régime légal, ils peuvent signer un contrat de mariage devant notaire. Donc, on a vu aussi avant que la part de l'époux influence sur la part des enfants. Donc, par exemple, si les époux veulent avoir une séparation de biens ou une communauté universelle avec clause d'attribution conjoint survivant, par exemple, les enfants hériteront seulement au décès du deuxième époux. Maintenant, il faut faire aussi attention en cas de communauté universelle avec la clause qui dit que tout va à l'époux survivant. Si, par exemple, un des époux a des enfants d'un mariage précédent qui ne sont pas les enfants de l'époux qui va tout recevoir, ce ne sera pas possible puisque sinon on va entamer la réserve des enfants du mariage précédent. Donc les époux peuvent adopter et changer le régime matrimonial tout au long de leur mariage, autant de fois qu'ils le souhaitent, mais chaque fois il faut quand même aller chez le notaire pour changer de régime matrimonial, et il n'y a plus de délai d'attente. Donc avant, il y a quelques années, il fallait toujours attendre minimum 2 ans. Donc il fallait faire si on voulait un régime particulier, il fallait le faire avant de se marier, sinon on devait attendre 2 ans pour pouvoir changer, et ça c'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et nous avons donc vu qu'il est possible de déshériter son époux par testament, mais il est aussi possible d'augmenter la part de l'époux via le contrat de mariage en y insérant la quotité disponible spéciale en faveur du conjoint survivant. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est très facile. Donc, Annelise avait expliqué que l'époux pouvait avoir une part d'enfant, et en plus de cette part d'enfant, on peut, par contrat de mariage, lui donner l'usufruit de la part des enfants, ou l'usufruit de toute la masse successorale qui tombe dans la succession. Donc, voilà. Donc, les enfants, ils auront leur part en nue propriété, mais ils pourront en disposer disposer totalement qu'au décès de l'époux survivant. Pour les donations, il faut juste faire attention au fait que donner, c'est donner et reprendre de nouveau. Donc c'est un aspect de la planification successorale, mais il faut toujours faire attention à ne pas donner plus que de ce qu'on a besoin, parce qu'on ne pourrait pas le reprendre. Donc qu'est-ce qui est l'objectif d'une donation ? Ça peut être, on peut avoir comme objectif de réduire la masse successorale avant le décès, ou tout comme pour un testament, gratifier un tiers ou un autre héritier au-delà de ce qui est prévu par le Code civil. Ici aussi, en cas de donation, il faut toujours faire attention à la réserve des enfants. Donc même si on donne du vivant, on ne peut pas dire je donne tout de mon vivant et au décès, il n'y aura plus rien. Donc la réserve de 0 est 0. Ça ne marche pas comme ça. Donc si on entame la réserve d'un héritier réservataire, celui-là peut toujours aller chez le donataire et réclamer sa part de la réserve. Donc ça, c'est une chose très importante. Un autre objectif de la donation pourrait être, et je pense que c'est le plus important, de donner aux héritiers à un moment de leur vie où ils en ont vraiment besoin. Donc souvent, puisqu'on devient de plus en plus âgé, les héritiers, les enfants vont hériter à 50 ans ou 60 ans, ils ont déjà fait leur vie, ils auraient peut-être préféré recevoir quelque chose à 25-30 ans, quand ils démarrent dans la vie active ou lorsqu'ils construisent une maison. Donc c'est aussi un moyen de leur donner quelque chose avant le décès. Pour la forme d'une donation, le principe est que toute donation doit obligatoirement être enregistrée devant notaire, et qui dit enregistrement dit aussi paiement des droits de donation. Donc pour tout ce qui est bien immobilier, c'est obligatoirement enregistré devant notaire. Mais pour tout ce qui est don manuel, donation indirecte, pour tout ce qui est donation de bijoux, tout ce qu'on peut donner de la main à la main, bijoux, de l'argent, un transfert d'un compte à compte, un portefeuille titre.
Pour cela, on peut opter de faire une donation sous seing privé, donc pas obligatoirement devant notaire luxembourgeois, et donc de choisir de ne pas payer les droits de donation. Cette donation sera exempte si le donateur, donc celui qui donne, survit 1 an après la donation. Lorsqu'il décède en ayant l'année de la donation, le Luxembourg, il va aller voir une année en arrière, il va réintégrer toutes ces donations dans la masse successorale fiscale et des droits de succession vont s'appliquer. Il y a différentes clauses qu'on peut insérer dans les actes de donation, que ce soit devant le notaire ou sous seing privé. On ne va pas les expliquer toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc le donateur peut garder un certain contrôle. Et une clause qu'on utilise souvent quand on fait des pactes adjoints pour nos clients, c'est la clause de retour conventionnel. Donc, la clause de retour conventionnel, ça veut dire que lorsque le donateur donne et que le bénéficiaire décède avant le donateur, ce qui n'était pas prévu, par exemple, l'oncle donne à son neveu, le neveu décède avant l'oncle, avec ce retour conventionnel, l'oncle aura l'option de dire « je veux que la donation retourne dans mon patrimoine et cela sans payer des droits de succession. » Donc pour ce qui est des taux de droits de donation, lorsqu'elle est enregistrée, en ligne directe, on a un taux de 1,8 ou 2,4 et entre époux ou partenaires déclarés depuis plus que 3 ans, c'est 4,8. Pour tous les autres héritiers, vous allez voir que le taux est inférieur en cas de donation que succession. Donc le taux ici varie aussi en fonction du degré de parenté entre le donateur et le donataire, et c'est un droit fixe, donc il n'y aura pas de majoration. Donc le taux sera le même pour des petits montants que pour des grands montants. Donc je vais illustrer ceci par un exemple. Donc, dans mon exemple, on a une dame de 75 ans, elle est résidente luxembourgeoise, elle est veuve et sans enfant. Elle souhaite qu'à son décès, un ami hérite de son patrimoine mobilier de 1 million d'euros. Dans la première hypothèse, la dame, elle fait un testament et son ami, il devra malheureusement alors payer 40% de droits de succession, ce qui va faire 400 000 euros et c'est un peu dommage. Et dans la deuxième hypothèse, elle fait une donation indirecte, donc elle fait un virement de son compte sur le compte de son ami. Elle survit 1 an à la donation et les droits de donation seront donc nuls. Et pour le reste, les autres 500 000 qui restent, elle a fait un testament et son ami héritera des 500 000 euros. Mais puisqu'on tombe dans les tranches plus basses, puisque les droits de succession, elles varient aussi en fonction du montant reçu, il ne payera que 17%, environ 170 000 euros. Il y a bien d'autres choses à faire. Il faut également tenir compte des aspects internationaux. Si on a un héritier qui réside à l'étranger, il va peut-être y avoir des techniques différentes. Ou bien si on a un bien immobilier, notamment à l'étranger. On parle de contrat d'assurance vie, notamment si on a des héritiers résidant en France. Mais ça déborde encore une fois du sujet d'aujourd'hui. Mais le contrat d'assurance vie peut également être utilisé par des résidents luxembourgeois pour une succession. On n'en voit pas beaucoup parce que fiscalement, ça n'a pas d'impact. Mais on pourrait utiliser un contrat d'assurance vie à la place d'un testament pour désigner un bénéficiaire, notamment. On peut également parler de fondation, donc de philanthropie. On a des clients qui viennent nous voir en nous disant « Voilà, moi, je n'ai pas d'héritier ou pas d'héritier proche à qui je veux léguer ma fortune. Pour autant, je n'ai pas envie que ça parte à l'État. Donc, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, on peut aller sur des fondations. De la structuration sociétaire, donc là on parle surtout de SCI, vous en avez certainement déjà entendu parler, la société civile immobilière ici au Luxembourg. Donc la SCI n'a pas de but, on va dire fiscal, donc on ne va pas faire d'économie d'impôt en passant par une SCI, mais c'est plus d'un point de vue juridique. Si vous avez un immeuble qui tombe dans une succession et que vous avez plusieurs héritiers, les héritiers vont être en indivision sur cet immeuble. Si cet immeuble est détenu par une SCI, les héritiers vont détenir des parts de SCI. Donc on ne sera plus en indivision et dans une SCI, on peut mettre des statuts, on peut mettre un gérant, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. On a parlé de donation, mais il y a plusieurs sortes de donations. On peut parler de donation en démembrement, c'est-à-dire qu'on donne la nue propriété d'un bien, par exemple, aux enfants, on garde l'usufruit, c'est-à-dire on garde les revenus de ce bien. Donc il y a en effet plein de techniques, mais encore une fois, c'est en fonction de la situation de famille de chacun.
Vous l'avez vu, et j'espère que vous avez compris quand même ce qu'on a expliqué aujourd'hui. C'est un sujet assez technique, donc n'hésitez pas vraiment à contacter votre gestionnaire et puis on voit si on peut regarder avec vous votre situation personnelle.